Le 14 novembre de chaque année marque la journée mondiale du diabète. Créée par la Fédération internationale du diabète, elle est célébrée à la date d'anniversaire du médecin Frederick Banting qui avait découvert l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 422 millions d'adultes étaient atteints de diabète en 2014 contre 108 millions en 1980. Cette augmentation fulgurante témoigne de la transition et des modifications des modes de vie. Il existe principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, diagnostiqué chez les jeunes. Le diabète de type 2, lié à l'obésité et à la sédentarité, affectant majoritairement les adultes. Le diabète en absence de gestion adéquate peut entraîner des complications graves. Parmi elles, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, la cécité et les amputations de membres inférieurs. La Journée mondiale du diabète joue un rôle crucial dans la sensibilisation. À travers diverses initiatives, campagnes d'information, dépistage, cette journée vise à éduquer le grand public et les décideurs sur les réalités du diabète et l'importance de sa prévention. La lutte contre le diabète est un combat de longue haleine. Elle nécessite une approche globale impliquant une coopération internationale, des politiques de santé publique et une participation active des individus à la gestion de leur santé. La Journée mondiale du diabète rappelle l'importance d'un engagement collectif pour faire face à cette épidémie silencieuse mais redoutable. Monsieur le maire, en vous transmettant copie de la lettre citée en référence relative à la désignation des chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi, d'Akassato, de Godomé, de Khedié et de Wedo, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir en informer les conseillers à une séance du conseil communal de rendre publique la dite désignation par voie d'affichage à la mairie et de me rendre compte de vos diligences en vue de la prise de l'arrêté de constatation. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de ma parfaite considération. Signé le préfet Jean-Claude Kodia. La lettre référencée se présente aussi ainsi qu'il suit. Le président du parti Union Progressive Le Renouveau à monsieur le préfet du département de l'Atlantique, Alada. Désignation des chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi, d'Akassato, de Godomé, de Khedié et de Wedo. Monsieur le préfet, nous avons l'honneur de vous informer de la désignation des conseillers communaux ci-après pour exercer les fonctions de chef d'arrondissement conformément à la législation en vigueur. Arrondissement de Khedié, monsieur Arsène Jonathan Dovoido. Signé président Djabenou Fifame. Chers amis, chers camarades, voilà les lettres officielles qui consacrent le chef d'arrondissement de Khedié. Nous avons également à notre tour pris l'arrêté de constatation après avoir rendu officielle cette liste à la dernière session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Ensuite procédé à l'affichage. L'arrêté est donc pris et a constaté effectivement la désignation de Arsène Dovoido Jonathan comme CA de l'arrondissement de Khedié. Le combat du développement auquel la République nous a appelés ne serait effectif dans la dispersion de nos énergies.
dans les jeux de clivage politique, parfois politicien. C'est pourquoi j'appelle toutes les forces vives de l'arrondissement de Crévier à donner les mains pour, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Patrice Atanas Diop Talon, l'arrondissement de Crévier ne rate pas le train du développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, avec la bénédiction du roi et les autorités politico-administratives ici présentes, souhaiter que nous conjuguions nos efforts pour que Crévier avance et brille de mille feux dans les concerts des 9 arrondissements de Dabo-Mekalavi. Pour ce faire, je voudrais pouvoir compter sur mes bras armés que sont les 9 chefs de village de Crévier, le conseil d'arrondissement de Crévier, le conseil communal d'Abo-Mekalavi, sur le secrétaire exécutif et aussi surtout sur vous, vaillante population de Crévier, pour que la mission qui est la nôtre soit participative, inclusive, couronnée de succès et ce, du bonheur de tous et de chacun et de tous. Le mariage, vous savez, c'est le rassemblement de 2 personnes qui s'aiment vraiment. Et lorsque nous parlons de l'amour, il ne devait pas y avoir de barrière. Donc il faut donner accès à toute chose, c'est vrai dans la limite des choses. Sauf que déjà le thème musulman, chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens où les deux ne croient pas en Dieu de la même façon. Je m'excuse de le dire, parce que chez nous, chez les musulmans bien sûr, chez nous, Dieu nous a parlé à travers le Coran et les hadiths prophétiques. Chez les chrétiens, Dieu leur a parlé à travers la Bible. Donc, ce qui est dans la Bible, c'est vrai, il y a des similitudes, mais il y a aussi des contradictions, c'est-à-dire par rapport au Coran et à la Bible. Le musulman, oui, dans certains cas, peut se marier à une chrétienne. L'islam nous l'autorise. Il est dit dans le Coran que vous pouvez prendre pour épouse les gens du livre. Parce que c'était passé au temps du prophète Mohammed et du calife Omar, où certains sahaba, certains compagnons ont pris pour épouse les gens du livre. Quand on parle des gens du livre dans le Coran, c'est chrétiens et juifs de façon rassemblée. Donc le verset est toujours dans le Coran. Alors ça peut marcher. Mais lorsque vous parlez de la femme musulmane se marier à l'homme chrétien, c'est là où il y a des difficultés. Il y a un certain nombre de choses qui se mangent de l'autre côté qui ne se mangent pas chez nous. Je prends par exemple la viande de porc. Je ne sais pas si c'est vrai. Sinon, je l'ai appris que certains chrétiens disent que le chrétien normalement ne doit pas en manger. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils en mangent beaucoup. Le musulman, il interdit à ce que le musulman prenne de la viande de porc. Voilà, le mari, il a envie de manger de cette viande et demande à sa femme de le lui cuisiner. Comment trouvez-vous cette situation où la femme est appelée à faire ce que sa religion lui interdit, ce que son créateur lui interdit? Un dernier point, par exemple, ou un autre point, le mois béni de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, il nous est demandé de ne pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et être de façon permanente dans l'adoration. Le mari, il est chrétien. Il rentre à midi, il a envie de manger ou il a envie d'approcher sa femme. Or, pendant le mois de Ramadan, du matin au soir, l'acte sexuel est prohibé, est complètement interdit. Il demande à sa femme, j'ai besoin de toi. Que fera cette femme dans ce genre de conditions? C'est ce qui fait qu'il y a tellement d'exemples que je ne peux pas me permettre de les citer. Je prends par exemple aussi le vin, le whisky. Ça se boit facilement d'un côté. De l'autre côté, en tout cas pour le croyant, le musulman, le vin et l'alcool est interdit. L'homme demande à sa femme de lui servir de l'alcool, alors que le prophète dit, et celui qui boit, et celui qui vend, et celui qui sert, et celui qui comptabilise l'argent de l'alcool, eux tous sont péchés. Mais la femme est obligée de servir son homme. Doit-elle servir son homme et désobéir à son créateur, ou obéir à son créateur et désobéir à son homme? Vous voyez, lorsqu'elle va se mettre à désobéir à son homme, que va-t-il se passer? Forcément, le divorce interviendra. On dira certainement que tu es une femme têtue, tu ne respectes pas ton mari. Voilà, c'est quelques exemples qui font que
La femme musulmane mariée à un chrétien, non, ça ne pourrait pas marcher. Parce que déjà, la foi n'est pas la même. Les deux n'ont pas la même foi. Et il y a un certain nombre de choses qui se font de l'autre côté, qui n'est pas accepté de ce côté-ci. Il y a des choses qui sont acceptées ici, qui ne sont pas acceptées de l'autre côté. Et cela risque de créer une situation conflictuelle, c'est-à-dire un conflit au sein du foyer. Et quand on parle du mariage, c'est l'amour qui prévaut. Vous imaginez dans un couple où l'amour devrait prévaloir, où c'est tout le temps des cris, des divorces, comment on appelle ça, des cris tout à gauche, à droite, ça ne pourra pas aller loin dans ce couple-là. C'est une des raisons pour laquelle il est demandé à nos sœurs musulmanes, ce serait mieux pour vous. C'est même une recommandation que la femme musulmane prenne pour époux le musulman. Que le musulman prenne aussi pour époux la femme musulmane, mais il lui est donné la possibilité aussi de prendre la femme chrétienne. Là, il n'y aura pas trop de problèmes. Il la comprend, il sait ce que sa religion lui dit. Elle peut pratiquer sa religion dans les conditions qu'il faut. Et les deux pourront vivre en harmonie. Mais du côté de la femme musulmane, il sera très difficile parce qu'elle doit obéissance à son mari. Et voilà que quand ce dernier va lui demander des choses qui sont contraires à sa foi, des choses que son créateur lui demande de ne pas faire, que va-t-elle faire? Désobéir à son créateur pour plaire à son homme. Ou plaire à son homme et désobéir à son créateur. Voilà le souci en quelque sorte. Chronogramme de la transition. Le comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, annonce officiellement le chronogramme de la transition politique au Gabon, suite à son adoption lors du dernier Conseil des ministres. Le CTRI tient à préciser que ce chronogramme est un projet indicatif dont l'adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif. Les grandes étapes de ce processus sont les suivantes. Septembre 2023, rencontre avec les forces vives de la nation. Septembre à octobre 2023, mise en place des institutions de la transition. Du 9 octobre au 30 novembre 2023, appel à contribution et collecte par un secrétariat spécial. Décembre 2023, inventaire des problèmes et synthèse des propositions. Janvier 2024, restitution et enrichissement du rapport. Fin février 2024, adoption de la synthèse finale. Avril 2024, dialogue national inclusif sous la présidence de l'archevêque de Libreville. Début juin 2024, transformation du Parlement en constituante. Fin août 2024, présentation de la première mouture de la future Constitution. Fin octobre 2024, adoption du projet final de Constitution. Entre novembre et décembre 2024, référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Début 2025, travaux sur le nouveau code électoral et adoption par le Parlement. Avril 2025, révision de la liste électorale. Juillet 2025, distribution des cartes d'électeurs. Août 2025, élection, fin de la transition. Le CTRI réaffirme son engagement à garantir un processus transparent, efficace et inclusif. Ce chronogramme vise à impliquer activement le peuple gabonais dans un processus de décision démocratique à travers une série d'étapes cruciales.
Cette transition représente un moment historique pour notre pays, un pas déterminant vers un avenir meilleur pour tous les Gabonais. Nota bene, les étapes mentionnées dans ce chronogramme sont sujettes à modification suivant les résultats du dialogue national inclusif. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Au moins 31 personnes sont mortes et quelques 500 000 autres ont dû quitter leur habitation en Somalie en raison d'inondations dues à des pluies incessantes. La Somalie connaît depuis octobre de fortes pluies dues au phénomène météorologique El Niño qui ont inondé habitations et terres agricoles. Les plus importantes destructions ont eu lieu dans la région de Guédo dans le sud et dans celle de Iran au centre où la rivière saisonnière Chabel a submergé des routes et emporté des habitations dans la ville de Beledweyne. La Somalie est confrontée à des inondations qui n'arrivent qu'une fois par siècle. La situation est exacerbée par l'impact combiné d'El Niño et du dipôle de l'océan Indien. Le président du Kenya appelle au changement de comportement afin de lutter contre la pollution plastique. William Ruto s'exprimait lundi lors des dernières négociations en vue d'un traité mondial pour lutter contre la pollution plastique à Nairobi. To deal with plastic pollution, humanity must change. Pour lutter contre la pollution plastique, l'humanité doit changer. Nous devons changer la façon dont nous consommons, la façon dont nous produisons et dont nous éliminons nos déchets. C'est la réalité de notre monde. Le changement est inévitable. Ce traité, cet instrument sur lequel nous travaillons, est le premier domino de ce changement. Dans le même ordre d'idées, c'est le président du Comité international de négociation, Gustavo Meza Quadra Velasquez, qui a martelé l'urgence d'une action collective. Nous avons le pouvoir collectif de changer cette trajectoire. Nous avons été témoins d'initiatives prometteuses partout dans le monde qui démontrent que le changement est possible. Mais pour faire une différence à l'échelle requise, nous devons travailler collectivement. L'année dernière, ce sont 175 pays qui ont convenu de la nécessité d'un traité des Nations Unies pour lutter contre le plastique qui détruit les océans d'ici 2024. Malgré ce large consensus, les opinions divergent sur le contenu de la Convention. Faut-il réhabiliter l'ancien dictateur Idi Amin Dada, décédé il y a 20 ans en Arabie Saoudite, et rapatrier sa dépouille en Ouganda? Personnage fantasque et cruel, Idi Amin Dada, inspiré des documentaires, des films et de nombreux romans, l'Afrique et le monde auraient sans doute gagné à ce qu'il ne fût qu'une fiction. 300 000 personnes auraient perdu la vie durant son règne sur l'Ouganda de 1971 à 1979. Même si Amin Dada laisse un souvenir amer de ces 8 années passées au pouvoir entre terreur, massacre de la population et torture, des militants ont tout de même tenté d'organiser une conférence à la mémoire du dictateur, aussitôt interdite par le gouvernement de Yoweri Museveni. L'actuel président ougandais, dont le groupe rebelle faisait partie de ceux qui ont chassé Amin avec l'aide de troupes tanzaniennes, rejette régulièrement la mémoire de son prédécesseur et l'a même qualifié de dictateur primitif. Il n'existe aucun monument à la gloire d'Amin Dada à Kampala, la capitale, où aucune rue ne porte son nom. À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote à Madagascar, 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré lundi ne pas vouloir participer à l'élection présidentielle. Ils invitent les Malgaches à rester chez eux. L'objectif, c'est toujours de dire à la population, surtout les voteurs, de ne pas aller voter.
Engagé lui aussi contre le processus électoral, l'ex-président Eri Rajaonarimampianina ne croit pas en la sincérité du scrutin. C'est vraiment une élection avec, je veux dire, un forcing d'un candidat pour pouvoir être élu. Donc ce n'est qu'une mascarade. Cet ancien dirigeant de la Grande Île fait clairement allusion au président sortant André Rajoelina, mais les Malgaches semblent partagés sur la question du boycott. On ne peut pas inciter les gens à ne pas voter, parce que les Malgaches ont le droit de voter. Non. Je ne vais pas voter, je dis parce que c'est pas bien. Madagascar est en proie à des manifestations et violences depuis l'annonce de la candidature de André Rajoelina pour un second mandat présidentiel. L'opposition menée par un collectif de 10 candidats ne manque pas de mots par ailleurs pour décrier les intentions du président. Ce dernier les a accusés récemment de vouloir semer le chaos dans le pays. Qualifiée de femme la plus détestée de la classe politique anglaise par le média Politico, elle a incarné l'aile droite des conservateurs britanniques. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, a enchaîné les polémiques sur l'immigration à coups de déclarations jugées outrancières jusque dans son propre camp, lui coûtant finalement sa place au gouvernement. Cette ancienne avocate de 43 ans, dont les parents d'origine indienne sont arrivés au Royaume-Uni dans les années 60, n'a pas hésité à attaquer la Convention de Genève sur les réfugiés et menait sans relâche un combat acharné contre toute politique progressiste. Alors que le Royaume-Uni durcit sa législation anti-immigration et attend le feu vert de la justice pour expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda, Braverman racontait son rêve de voir un avion emmenant des migrants vers ce pays. La dernière polémique en date concernait les marches pro-palestiniennes qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Londres depuis le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas. Suella Braverman a qualifié ces manifestations de marche de la haine. Certains observateurs considèrent le limogeage de Suella Braverman utile pour le gouvernement de Rishi Sunak, qui cherche à se démarquer de l'opposition travailliste, largement en tête dans les sondages, alors que les futures élections législatives sont attendues l'année prochaine. L'Union européenne s'est dite atterrée face à des témoignages jugés crédibles, faisant état de plus de 1000 morts en 2 jours au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Il s'agirait d'une campagne de nettoyage ethnique menée par des paramilitaires des forces de soutien rapide ayant pour objectif d'éradiquer du Darfour Ouest la tribu non arabe massalite à Ardamata, a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué publié dimanche. L'Union européenne travaille notamment avec la Cour pénale internationale pour établir et documenter les violations des droits humains afin de s'assurer que leurs auteurs en rendent compte. Selon le communiqué, les belligérants ont un devoir de protection des citoyens, rappelle-t-elle. Les violences au Soudan frôlent le mal absolu, avait alerté vendredi la coordinatrice humanitaire de l'ONU dans le pays, s'inquiétant notamment d'attaques basées sur l'appartenance ethnique au Darfour. Interrogée sur les risques de répétition du génocide au début des années 2000 dans cette région, elle s'était dite très inquiète, ajoutant, je cite, « Nous continuons d'espérer de ne pas nous retrouver sur la même voie ». Déclenchée le 15 avril, la guerre entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah el-Burhan, et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 4,8 millions de personnes à l'intérieur du Soudan et 1,2 million vers les pays voisins. Le personnel des Nations Unies à travers le monde a observé 1 minute de silence en mémoire à leurs collègues tués à Gaza lors du conflit entre Israël et le Hamas. Le drapeau bleu et blanc de l'ONU a été mis en berne à 9h30 heure locale dans les bureaux de Bangkok, Tokyo et Pékin, un jour après que l'Organisation mondiale a fait état d'un nombre important de morts et de blessés lors de frappes sur une installation à Gaza. À Genève, deuxième siège de l'ONU après New York, le drapeau des Nations Unies a été mis en berne et aucun des autres drapeaux des 193 pays membres n'a été hissé le long de l'allée principale de l'enceinte. Le personnel a également été invité à observer 1 minute de silence privé. L'Agence des Nations Unies pour l'aide aux Palestiniens a annoncé vendredi que plus de 100 de ses employés étaient morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Israël bombarde des cibles dans la bande de Gaza depuis que des combattants du Hamas ont mené le 7 octobre une attaque contre les communautés du sud d'Israël, la plus meurtrière de l'histoire du pays.